Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour la soirée des lauréats de Réseau Entreprendre Nord. Ensemble, nous allons découvrir la promotion 2014 et la fêter. Et pour cela, je vous propose un voyage. Un voyage à travers des histoires de femmes et d'hommes qui ont fait un premier pas pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, cette promotion, cette 28e promotion est composée de 45 lauréats, 27 projets. Elle couvre tous les secteurs d'activité en création et reprise d'entreprise. J'espère que vous êtes bien installés pour ce voyage et pour nous accompagner et animer ce voyage, je vous demande d'accueillir Anne-Sophie Roquette. Merci Sébastien. Bonsoir à toutes et à tous. C'est ma première fois ce soir, ma première soirée des lauréats, 28e, soirée des lauréats du réseau Entreprendre Nord. Allez, on est quoi, 1200 à peu près dans cette salle. Et bien évidemment, je suis sûre que vous avez tous et toutes vécu une première fois, tout comme nos lauréats, évidemment, qu'on va découvrir tout à l'heure. Petite nouveauté cette année, tout au long de la soirée, vous allez pouvoir réagir, poser des questions à nos intervenants par SMS. Qui n'a pas de téléphone portable aujourd'hui, n'est-ce pas Sébastien? Tout le monde en a un. Alors le numéro va s'afficher, c'est le 06 95 32 61 24. Retenez-le, notez-le, 06 95 32 61 24. Vos questions ou réactions SMS seront relayées par Emmanuel qui est là-bas. Elle se cache là-bas. Tu peux te lever, Emmanuel, tu peux, voilà. Emmanuel qui sera avec moi. Tu peux peut-être prendre un micro, ça sera pas mal aussi. Ça va être utile pour ce soir. Elle a pris le orange, Emmanuel. Allez, on va découvrir cette promo 2014 dans quelques instants, mais avant cela, je vous propose à mon tour d'accueillir Véronique Delannoy, qui est la directrice du réseau Entreprendre Nord. Bonsoir à tous. Alors Véronique, je ne l'ai pas fait à Sébastien, en revanche je vais le faire avec vous. Quelle a été votre première fois? Il y a bien une première fois qui vous a marqué. Allez, une première fois. C'était une création à l'EDEC, quand j'étais étudiante en 2e année. Et nous avions un prof assez passionnant, un prof d'organisation, Jean-Paul Dervaux. Alors, je l'ai invité ce soir. Je ne sais pas s'il est là. Mais en tout cas, nous, il nous passionnait. Et puis, un jour, il nous a annoncé qu'il créait son organisme de formation. Et il proposait à 2 étudiants de le rejoindre dans cette aventure. Et donc, j'ai accepté avec grand plaisir de cette aventure. Et donc, j'ai essayé de me vieillir un peu parce que je paraissais un peu trop jeune pour certaines actions d'animation de groupe, par exemple. Mais donc, on a fait de la prospection, on a fait de la gestion. Enfin, j'ai découvert les joies de la création et j'ai passé d'excellentes années d'étudiant grâce à ça. Voilà. La preuve, c'est que ça vous marque encore puisque vous en parlez aujourd'hui. Bon, allez, Véronique, assez parlé de nous. On va un petit peu découvrir cette promo 2014. Vous voulez bien nous la dévoiler un peu? Avec plaisir. Ah, alors, j'ai pas de retour, pardon. Excusez-moi, ça commence pas très bien. Voilà, vous avez vu les chiffres qu'a annoncé Sébastien. Donc, cette année, nous avons eu pas mal de contacts, un peu plus de 600, 640. Nous avons étudié 65 projets, 27 sont devenus lauréats. Et comme il y a pas mal de binômes et de trinômes, ça représente 45 lauréats, dont 4 femmes. Alors, création 74%, reprise 26%, c'est à peu près les chiffres moyens qu'on a sur les années précédentes, peut-être un petit peu moins que l'année dernière. Un âge moyen, alors assez remarquable, 23 ans. 23 ans pour la plus jeune, 56 ans, on va dire, pour le plus expérimenté. Alors, 23 ans, c'est Claire Jolimont qui a créé avec son frère une entreprise qui s'appelle Pinkflow, l'édition de logiciels web. Et puis, le plus expérimenté, il a décidé aussi de créer avec 2 associés une société dans le domaine du bâtiment. Ça s'appelle All In et comme son nom l'indique, c'est un service tout compris, clé en main.
Alors, les années précédentes, vous voyez, on avait à peu près la moitié des lauréats qui avaient entre 31 et 40 ans. Et cette année, finalement, ça se répartit très bien en 3 tiers, très équilibré, entre les moins de 30 ans, les 31 à 40, et puis voilà, les plus de 40 ans. Et 52% de binômes ou de trinômes. Alors, ces 45 lauréats ont bénéficié d'heures d'expertise, comme vous le savez. Quand on annonce 40 heures, c'est entre 7 et 10 rendez-vous d'experts, et puis plein de rendez-vous également dans nos locaux avec nos chargés d'études. 100% de nos lauréats ont un accompagnateur chef d'entreprise, dirigeant d'entreprise. Et puis, ce qu'on leur offre aussi, et vous êtes là ce soir pour ça, c'est tout un réseau bien sûr régional, mais également national, voire international, avec le réseau Entreprendre, qui est maintenant implanté dans une dizaine de pays à l'étranger. Le prêt d'honneur moyen est en progression par rapport aux années précédentes, il est de 37 000 €. Et puis, bien sûr, on a toujours un effet de levier. Alors, comme vous le savez, chaque année, on a une journée d'intégration. Alors, comme on a trouvé que c'était plus sympa d'en faire 2, pour avoir des plus petits groupes, il y en a, on voit peut-être pas très bien, c'est des poules qu'ils ont sur la tête, des chapeaux en forme de poule, à gauche. Et à droite, si vous ne l'avez pas deviné, ce sont des Indiens. Voilà. Donc, c'était en décembre et l'autre, c'était en juillet. Et c'est l'occasion de se connaître dans un cadre différent et de créer des liens. Sébastien l'a dit, secteur d'activité très varié. On a du service aux entreprises, de l'industrie. Il faut quand même noter qu'on a 22% de projets industriels. Bien sûr, c'est essentiellement des reprises, mais on a aussi des créations. Un exemple, Rose Velvet, qui fabrique, commercialise des chaussures pour marcher dans les salons sans avoir mal aux pieds. Très utile. On a du bâtiment, 19%, et du service aux particuliers, et bien sûr du négoce. Voilà. Tous ensemble, ils ont créé ou sauvegardé plus de 250 emplois. Et puis on a une entreprise d'insertion qui s'appelle Ensovo, qui fait de la logistique, du picking, préparation de commandes. Alors, un petit mot sur nos entreprises innovantes. Bien sûr, pour être lauréat Réseau Entreprendre Nord, il faut apporter quelque chose de différent, quelque chose de plus que ce qui existe. Et même si 48% de nos lauréats sont dans des métiers traditionnels, ils apportent quelque chose de nouveau. Et puis, on en a 30% qui sont vraiment dans la pure innovation technologique et 22% qui offrent une innovation d'usage ou de service. J'en profite pour remercier le Conseil régional et LMCU qui nous soutiennent, en particulier dans l'accompagnement de ces projets innovants. Alors, c'est une toute première fois. On a cette année 7 lauréats qui ont créé à la sortie de l'école. C'est un chiffre beaucoup plus élevé que les années précédentes. On a 5 cadres de grands groupes qui ont décidé de rouler pour eux après avoir eu une bonne expérience terrain. Et puis 3 Belges. 3 Belges qui habitent toujours en Belgique et qui ont décidé de s'implanter dans la région. Et donc, on a Marc et Maxime de la société VF Biosciences qui créent des compléments alimentaires. Et puis, on a Alexis Hervé qui a créé Espaciel, donc une société qui fait rentrer le soleil dans votre maison. C'est pas beau, ça? C'est un vrai rêve. Donc, félicitations à eux d'avoir choisi la région lilloise pour s'implanter. Une toute première fois pour Rennes, voilà comment ça s'est passé. En 86, bien sûr, on a accompagné des créateurs. En 2004, on s'est dit ça serait bien d'accompagner aussi des repreneurs. Et puis en 2014, donc cette année, on a fait un pas plus loin en se disant développer des entreprises lauréates, accompagner nos lauréats dans la croissance, les aider à devenir de véritables ETI, c'est un beau challenge. Donc, on a commencé à travailler dans ce sens-là et aujourd'hui, on a déjà 2 lauréats de ce programme croissance et bientôt 2 autres dans les semaines à venir. Et bien sûr, ce programme croissance, on le fait en partenariat avec la BPI,
avec la Caisse des dépôts et avec la Fondation Entreprendre. Tous les trois nous soutiennent dans cette démarche. Voilà, maintenant je vous invite à découvrir les films et la présentation de tous ces lauréats. Merci. Merci beaucoup Véronique. Merci Sébastien. Véronique vient de le dire, nous allons maintenant découvrir les lauréats 2014 et pour cela, eh bien, je suis heureuse d'accueillir notre premier invité, Monsieur Pierre Giorgini, qui est le président recteur de l'Université catholique de Lille. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Giorgini. Alors, je vais commencer par un coup de pub. Allez. Vous voulez bien? Oui. Transition fulgurante. C'est le nom d'un livre qui est sorti il y a quelques jours, dont l'auteur est extraordinaire puisqu'il est à mes côtés, c'est notre invité, c'est Monsieur Giorgini. Alors justement, transition fulgurante, on rebondit par rapport au titre de votre livre. En quoi la période que nous vivons est une transition fulgurante? Alors, comme le nom l'indique, transition, ça veut dire qu'on passe d'un état qui était déjà un peu agité, mais qu'on peut qualifier de presque quasi statique, à un autre état que l'on ne connaît pas bien, qu'on a du mal de prévoir, on rentre dans l'imprévisibilité, et par une transition qui, effectivement, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, est absolument fulgurante. Alors, ce qu'on a essayé, parce qu'on est plusieurs co-auteurs, moi j'ai écrit l'essai principal, mais un certain nombre de personnes ont écrit une deuxième partie, c'est d'essayer de mettre un peu en perspective et d'essayer d'identifier ce qui produit ce bouleversement qui est effectivement complètement systémique. Et par les contacts qu'on peut avoir aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, on voit très bien que vraiment tous les aspects qui touchent à notre vie économique, sociale, culturelle, etc., sont touchés. Alors, la première cause que l'on perçoit dans notre vie tous les jours, c'est que nous sommes probablement à un point historique de convergence technoscientifique qui est sans précédent. Il suffit de se promener à l'Université de la Singularité aux États-Unis ou de voir ce qui se passe dans cette convergence. Alors cette convergence, on peut l'identifier, on peut la lire au travers évidemment de l'hyperpuissance digitale qui est absolument sans précédent. Nous sommes aujourd'hui à 1000 milliards d'opérations par seconde. Moi qui ne suis pas si vieux que ça, d'ailleurs dont la définition du vieux s'éloigne au fur et à mesure que je prends de l'âge, je me souviens avoir été scotché devant une émission de télévision Mondiovision animée par Léon Zitrone, ce qui m'a donné différentes vocations, qui durait 27 minutes par un direct par satellite en noir et blanc. Aujourd'hui, sur un câble transatlantique, nous mettons 20 millions de canaux de télévision simultanés en optique. Et puis évidemment, la capacité de stockage, nous sommes aujourd'hui à 4 Tera, 4000 milliards de caractères sur le graphic vidéo disque, bientôt 40 Tera, 40 000 milliards. Ça veut dire que dans le cartable d'un collégien, c'est la bibliothèque François Mitterrand, pour avoir un ordre de grandeur. Donc l'hyperpuissance digitale. Après, on voit très bien toute l'évolution de la machinisation, tiens, lapsus intéressant, j'en parle à mon psychanalyste, machinisation de l'homme, qui a commencé évidemment il y a fort longtemps, aujourd'hui avec les iPhones, mais demain on le voit avec les Google Glasses, même si ils rencontrent un certain nombre de difficultés aujourd'hui aux États-Unis, les montres holographiques, etc. On voit cette espèce de machinisation de l'homme, de l'étudiant aussi, le digital natif qui arrive dans une université. On voit aussi l'inverse, c'est-à-dire l'humanisation des machines, qui est absolument fulgurante quand on regarde ce qui se passe avec le développement des interfaces en langage naturel, avec les agents intelligents, avec l'indexation sémantique sur la toile, avec ce qu'on commence à appeler l'ingénierie de l'esprit. Donc là, vraiment une transformation. Et on voit qu'en fait, ce qui produit la fulgurance, c'est la combinatoire entre eux de ces différents éléments. On a aussi évidemment l'explosion absolument fulgurante du 3D, que ce soit dans la conception, dans l'ingénierie des systèmes, avec une imagerie 3D qui est quasiment difficile maintenant à différencier avec du réel filmé. Évidemment, l'imprimante 3D qui bouleverse complètement la chaîne de valeur des produits et services. Et puis enfin, une convergence historique des trois grandes sciences de la deuxième révolution industrielle, que sont la chimie, la biologie et la microélectronique, qui sont en train de converger vers une seule science qu'on appelle les nanosciences, et sur le plan technoscientifique, les nanotechnologies ou les biotechnologies, puisque tout le monde, en gros, travaille à l'échelle atomique et moléculaire. Mais cette combinatoire qui se renforce mutuellement, au fond, un Google Glasses en 3D, comment pourrait-il fonctionner si on n'avait pas des réseaux à bande élargie, une puissance de calcul colossale? Donc on voit qu'il y a bien cette systémique. Mais en fait, ce qu'on montre assez bien dans le livre, c'est que cette systémique, elle se combine à son tour avec une transformation qui est assez fulgurante,
qui est le changement de paradigme des systèmes de coopération, que ce soit les systèmes de coopération interhumains, ce qu'on appelle couramment les organisations. Et on voit bien que toute ma génération, on a été câblé sur le mode arborescent, le mode pyramidal, et on voit exploser ce qu'on appelle le mode maillé coopératif, c'est-à-dire cette convergence Internet qu'on va trouver dans tous les étages de notre vie, si on regarde un peu. Si on regarde la finance, on voit émerger le crowdfunding, la finance participative. Si on regarde la créativité, on commence à voir les premiers objets co-créés, la crowd creativity. Si on regarde l'économie, hein, un excellent livre, je peux faire de la pub rebond, d'Anne-Sophie Novelle, s'appelle « Vive la co-révolution », montre à quel point cette co-économie, cette économie collaborative, co-élaborative, du troc, de l'échange, cette économie démonétarisée, parfois complètement désintermédiée, est en train, avec d'ailleurs tout ce que ça peut engendrer également de craintes et de difficultés, est en train d'émerger partout, et nous le voyons dans la pédagogie. Les étudiants supportent de moins en moins la posture étoile dans laquelle vous êtes, puisqu'au fond, le supposé sachant est censé être là, les supposés ignorants dans la salle. Et avec les tablettes, etc., il y a cette fameuse inversion de la présomption d'incompétence dont parle Michel Serres, et donc ça devient de plus en plus compliqué. Et enfin, cette combinatoire de la convergence technoscientifique avec l'explosion du mode coopératif maillé, qu'on voit aussi dans les entreprises, on en reparlera peut-être tout à l'heure sur l'entreprise, eh bien, se combine avec un troisième phénomène, bien mis en valeur par Patrick Coandé, par exemple, et Laurent Simon d'HEC Montréal, à partir de travaux du prix Nobel d'économie Edmund Phelps. C'est ce qu'ils appellent le passage d'une économie de l'efficacité productive à une économie de l'intensité créative. Et quand on regarde ça, y compris en tant qu'université, on voit à quel point on a complètement été surdéterminé dans nos processus, dans notre façon de travailler, par le fait que nous venons de l'efficacité productive et comment on passe à cette intensité créative, c'est un vrai challenge. Alors vous venez peut-être de dévoiler quelques pistes, mais quelles sont les nouvelles voies pour se réinventer ? Alors d'abord, si on va ouvrir quelques pistes, parce que si quelqu'un connaissait la boîte à outils, ce serait paradoxal. Je pense d'abord que l'innovation, aujourd'hui, en tous les cas, nous on l'observe dans toutes les expériences que l'on mène, aujourd'hui elle se niche dans les rencontres improbables. Et quand on regarde nos systèmes, nos entreprises, nos sociétés, notre université, on est des machines à stimuler les rencontres probables. Or aujourd'hui, l'innovation, elle est dans l'hybridation, elle est dans l'altérité. Elle est par exemple dans l'interdisciplinarité. Quand on met un étudiant qui travaille sur la biodiversité avec un domoticien, un étudiant des paysages avec un acousticien. Elle est aussi dans la diversité sociale. On est en train de mener des expériences, co-design ton emploi, où on va mettre dans des écosystèmes des étudiants de l'EDEC, de l'IESEG ou d'autres, qui vont travailler avec des jeunes issus du pôle emploi pour créer des nouvelles activités, des nouvelles façons de créer de la valeur. Donc d'abord, comment on accepte de s'hybrider, comment on accepte de stimuler les rencontres improbables entre des métiers qui a priori n'auraient rien à voir les uns avec les autres. On est incroyablement surdéterminé par ces cadres de référence qui au fond nous rangent en des cases. Donc voilà, comment on sort de ça. Et puis ensuite se convaincre qu'on ne va pas pouvoir penser demain avec les modèles de pensée d'hier. D'ailleurs, les philosophes et les historiens ont très bien montré qu'à chaque fois dans l'histoire de l'humanité où on a pensé avec la pensée d'hier une technologie nouvelle, ça a pu conduire à des barbaries absolument sans précédent. Donc comment on va apprendre à penser, à repenser cette humanité, presque à la recréer avec des modes de pensée nouveaux. Et puis il y a la question de la créativité, et de la créativité radicale. Alors, on s'était mis d'accord, j'avais dit, est-ce que je peux faire un petit exercice? Vous avez le droit de faire un exercice à la salle. Alors, je l'ai piqué à des amis canadiens, justement, hein, lui, Étienne Dubois et Patrick Coandé. Donc, je voudrais juste faire un petit exercice un peu amusant. Voilà, je vais vous donner une situation et je vais vous donner 30 secondes pour essayer de fabriquer le plus d'idées possible. Ça va? Jusque-là, c'est pas compliqué. Alors, vous êtes dans un immeuble, vous jetez un œuf par la fenêtre et vous devez produire le plus d'idées possible pour qu'après tomber de 10 étages, l'œuf ne se brise pas. D'accord? Alors on est parti. Attention. Top! Vous avez 30 secondes. Vous pouvez jouer aussi, hein, les créateurs. Il n'y a que moi qui n'ai pas le droit, je connais les réponses. Alors vous les mettez dans les... Il n'y a pas de réponse, hein, il n'y a pas... Il faut en produire le plus possible. Hein, si vous pouviez essayer d'en produire dans votre tête, vous en souvenir, voilà. Voilà, il vous reste une dizaine de secondes. Bon, voilà, on est au bout. Quels sont ceux parmi vous qui ont produit... Voilà, il reste... Voilà, stop, on a fait les 30 secondes. Quels sont ceux parmi vous qui ont produit plus de 6 idées?
Si vous vouliez lever la main. Plus de 5 idées. Et 2 solutions. Ou ils ne veulent pas jouer, ou on a un problème. Hein. Plus de 4 idées. Ah, ça commence à venir. Plus de 3 idées. On en avait un à plus de 5. Plus de 3 idées. Ah, ça vient. Plus de 2 idées. Bon. Bien, alors, on va maintenant enlever de toute votre liste d'idées. Et vous, d'ailleurs, au fait, qui a produit plus de 5 idées? Ouais. Plus de 4. Ah, plus de 3. Et plus de 2. D'accord. Vous enlevez de vos idées toutes les idées qui consistent à enrober l'œuf avec de la mousse ou autre chose, à mettre au sol un énorme tapis dans lequel tombe l'œuf, et toutes les idées qui consistent à la sustentation de l'œuf avec un élastique ou un parachute ou quelque chose comme ça. Vous enlevez tout ça, d'accord? Parce que ça, c'est ce que tout le monde a. Quels sont ceux à qui il reste au moins une idée? Ah! C'est étonnant, j'en ai plus que tout à l'heure quand je demandais qu'il y a au moins une idée. Je faisais mais vous avez dit une idée, c'est chaud. au moins une. Là. Quels sont ceux à qui il reste au moins une idée? D'accord, bon. Bon, alors vous savez qu'une des solutions, c'est simplement de monter au 11e étage. Hein, puisque si vous jetez l'œuf par la fenêtre, évidemment, quand il sera retombé de 10 étages, il ne sera pas cassé. Hein. Qu'est-ce que je veux montrer par là? Petit exercice amusant. C'est que quand, et c'est ce que présente Xavier Pavie dans son livre, quand à Mexico, les sauteurs en hauteur, ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient le saut sur le ventre pour gagner 2 mm, il y a quelqu'un qui a sauté sur le dos, il s'appelle Fosbury, et il a complètement explosé le record. Ça veut dire qu'il a été en capacité de regarder autrement, de relire le règlement et de construire une innovation radicale. Voilà. Donc c'est une question aujourd'hui clé, comment on rentre dans l'innovation radicale, comment on bouleverse les cadres de référence. Les rencontres improbables sont probablement une des solutions. Alors j'ai quand même encore une petite question, et puis on va essayer de faire vite, hein, Monsieur Georgi, parce qu'on a un timing à respecter. Dans 20 ans, selon vous, comment est-ce qu'on va conjuguer le mot entreprendre et quelles seront les répercussions directement liées pour la création d'entreprises? Alors j'en sais, enfin si quelqu'un sait répondre à cette question, en tous les cas il y a des tendances claires. C'est pas vrai non plus, je pense que la question de l'entreprise sera une question incroyablement hétérogène. C'est-à-dire, on voit bien par exemple que les entreprises qui ne seront pas confrontées à une innovation radicale, c'est-à-dire où le ticket d'entrée est extrêmement élevé, qui sont sur des innovations à cycle long, ne vont pas être dans les mêmes questions, dans les mêmes problématiques qu'une entreprise qui travaille sur des innovations à cycle court, où le ticket d'entrée est faible et où le nouvel entrant peut surgir de n'importe où, première chose. Mais cette économie créative se développe extrêmement rapidement, est une économie qui, par définition, puisqu'on passe son temps non pas à faire mais à refaire, est une économie qui demande énormément d'agilité. Donc je dis souvent comment l'entreprise va apprendre à être, je parle souvent du PAC, poreuse, c'est-à-dire un écosystème en interaction, en interrelation avec ses écosystèmes environnants. Comment elle apprend à être co-créative, c'est-à-dire finalement, quand je rencontre souvent des chefs d'entreprise, je vous présente mes collaborateurs, qui est capable de dire aujourd'hui, je vous présente mes co-élaborateurs. Et c'est bien une question qui va être clé, comment on va pouvoir travailler, non pas avec des collaborateurs, mais avec des co-élaborateurs, tout simplement parce que, si on avait le temps de développer un peu, on voit bien que le consommateur, dont on dit qu'il était devenu un peu consommateur, est quand même en train de devenir de plus en plus consocepteur, c'est-à-dire souhaitant de plus en plus être considéré, on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un dans la salle, comme un partenaire à part entière, centré sur la fonctionnalité ou le bénéfice attendu. Et donc ce déplacement du consommateur vers le consocepteur ne pourra être pris en compte par une entreprise que si elle se décide elle-même à se transformer en un écosystème de co-élaborateurs. Ce qui n'est pas complètement simple à faire, puisque comment on met les gens, ces personnes en coopération, comment on les fait travailler sur ces systèmes coopératifs. Donc pour eux, agile, bien sûr, et co-créatif. Merci, Monsieur Georgi. Ne partez pas, vous allez venir vous installer à table avec moi. Merci. Les lauréats 2014, on va les découvrir tout de suite en images.